Bonjour à tous, correction du DS numéro 5 de mars 2022. La première partie du DS nous propose d'analyser la société Passino et la première question concerne la marge brute d'autofinancement. À noter que dans l'énoncé ici, vous aviez peu d'éléments à utiliser pour le reste du dossier. Parfois il y en a énormément, ici il n'y avait pas grand chose pour la société Passino. On vous demande qu'est-ce que c'est que la marge brute d'autofinancement. Si vous n'avez pas la moindre idée, il suffit d'aller voir dans le tableau de flux de trésorerie qui était joint en annexe. Voilà, ici, on retrouve bien la marge brute d'autofinancement. Donc même sans aucune notion, on peut retrouver la définition. On voit qu'elle part du résultat net, qu'on ajoute les amortissements, dépréciations et provisions, les moins-values de cession, ça veut dire qu'on retire le compte 775 et qu'on ajoute le compte 675, donc produit net de cession d'éléments d'actifs et valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés, moins les codes parts de subvention. Tout ça vous fait penser à quelque chose qu'on a déjà étudié en long, en large, en travers, la CAF, et vous obtiendrez la marge brute d'autofinancement. Attention, il y a un petit renvoi, il faut bien signaler que l'on ne prend pas les dépréciations sur actifs circulants. C'est la grosse différence d'ailleurs avec la CAF. Pour information, c'est pour ce motif qu'ici, on réalise le retraitement du BFR lié à l'activité. Et dedans, forcément, on sort valeur nette pour justement prendre en compte ce problème de dépréciation de l'actif circulant qui n'a pas été ici utilisé. D'accord? Donc c'est quelque chose qui ressemble à la CAF, voilà, qui n'est pas tout à fait la CAF, justement à cause des dépréciations ici dont on ne se sert pas de celles sur l'actif circulant. Si je regarde mon corrigé, voilà, vous retrouvez la définition. Donc mesure la capacité à dégager des ressources internes de son activité courante. C'est un flux potentiel de trésorerie, un flux de fonds, tout comme la CAF. Mais contrairement à la CAF, la MBA ne neutralise pas les dotations nettes de reprise sur les actifs circulants. Il s'agit d'une sorte de CAF retraitée, mais incorporant les dotations et reprises sur actifs circulants. Et on met ensuite la formule. Pour la question suivante, il vous est demandé de compléter le tableau de flux de trésorerie qui est joint en annexe. Il s'agit de la méthode de l'OEC, ça veut dire qu'il faut utiliser les valeurs nettes. On demande de prendre le résultat net en premier. Le résultat net, je vais dans l'énoncé, je prends l'annexe 2, on retrouve le passif du bilan. Le résultat net est ici de 1 202 000. Alors attention, j'ai vu deux copies qui ont retiré de l'IS sur ce résultat. Attention, c'est un résultat net. Donc l'IS a déjà été retiré. Retirer encore de l'IS montre que vous n'avez pas compris en quoi consistait l'établissement d'un bilan. Donc on prend bien les 1 200 000 qui sont ici. Pour la ligne suivante, on vous demande de retrouver les amortissements, dépréciations et provisions. Attention, on ne prend pas tout ce qui concerne l'actif circulant. C'est bien signalé dans l'énoncé et dans le tableau. Donc je repars dans mes annexes. Il nous manque le compte de résultat. Donc on va faire 100. Tableau des IMO, ça ne m'intéresse pas pour l'instant parce que je cherche des dotations. En revanche, je vais prendre ici l'annexe 4, le tableau des amortissements de la société Passino. Ici, nous avons le compte 68. Donc on va prendre l'ensemble des dotations qui sont ici et on va prendre le montant de 768 500. Ensuite, j'ai le tableau des charges à répartir. Je n'y touche pas. Je vous ai mis l'écriture comptable qui est juste en dessous. On voit bien qu'il n'y a pas de compte 68 ou 78. Donc je n'y touche pas. Je garde pour l'instant mes 768 500. Ensuite, tableau des dépréciations. Alors ici, attention au piège. On va prendre ici la colonne dotation, mais uniquement ce qui concerne les IMO financières, des comptes 2. Tout ce qui concerne les stocks et les créances, je n'y touche pas puisque c'est de l'actif circulant. Donc je vais ajouter à mes 768 500 mes 35 000 qui sont ici. Ensuite, tableau suivant, tableau des provisions. Donc ça, je vais tenir compte de l'ensemble de mes dotations qui sont ici. Il n'y a pas de problème, je peux les prendre. Donc 95 400, parce que c'est des provisions pour risques et charges, il n'y a pas de problème, ou des provisions réglementées. Ce n'est pas de l'actif circulant. Donc je les prends pour 95 400. Voilà, à ceci, je vais devoir retirer tout ce qui va être mes diminutions. Donc directement ici à côté, je vois que en diminution, donc à compte 78, j'ai
31 400, donc je retire pour 31 400 ici, l'addition des deux montants qui sont ici. Ici, pour le tableau des dépréciations, je vais prendre uniquement le 40 000 ici, parce que ce qui est en dessous, en fait, concerne l'actif circulant, donc je n'y touche pas, je prends uniquement les 40 000 qui sont là. Si je remonte, ça, on l'a dit, on n'utilise pas. Je serais tenté d'utiliser ici les diminutions, mais attention, ce n'est pas un compte 78, mais un compte 28. Donc je n'y touche pas. Ça vous donne comme corrigé ceci, où j'ai bien additionné les 768 500, les 35 000, les 95 400, j'ai retiré les 40 000 et les 21 400 et 10 000. On trouvait 827 000. Pour la question suivante, il est demandé de calculer les plus-values de cession. Donc je vais chercher le compte 775, donc produit de cession d'éléments d'actifs, auquel je vais retirer le compte 675, valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. Pour le compte 775, c'est assez facile, c'est donné dans l'énoncé à l'annexe 9, je vous montrerai après. Il fallait additionner les deux montants, ici. En revanche, pour le compte 675, il faut le calculer. Donc ça va être la différence entre nos sorties d'IMO à leur valeur brute, moins les dotations qui auraient pu être pratiquées sur ces IMO. Donc moins les reprises, donc c'est le compte 28. Si je vais dans les annexes, je vous montre donc, en premier lieu l'annexe 9. Vous retrouvez bien ici l'info concernant le compte 775. Donc on additionne les deux montants. On vous parle d'IMO corporel, de titres immobilisés. Donc ça veut dire quand je repars dans mes annexes, voilà, tableau des immobilisations, colonne diminution. Je sais qu'on a cédé donc 0 IMO corporel, mais j'aurais pu les prendre en compte si c'était le cas. Des terrains, des constructions, des installations techniques et autres. Donc, tout ça, j'additionne. Attention à ne pas prendre les IMO en cours. Sur des IMO en cours, donc ça va venir diminuer le montant de notre acquisition l'année d'après. Donc c'est plus un élément interne. On ne prend jamais les IMO en cours lorsqu'il y a une cession. Donc j'additionne simplement ces 4 premiers montants. J'ajoute les participations, il n'y en a pas. Les autres titres immobilisés, je les ajoute aussi. Donc je prends bien les 4 premiers montants, plus 240 000 qui se trouvent ici. C'est sur deux titres immobilisés où on utilise le compte 775. En revanche, je ne mets pas les prêts de 45 000. Pourquoi? Parce que quand vous prêtez à un salarié ou que l'entreprise prête à une succursale, une filiale, quand la succursale, la filiale rembourse ou le salarié rembourse, il va pas faire, vous ne faites pas de plus-value dessus. Vous avez prêté 45 000, on vous rembourse 45 000. À la rigueur, on peut avoir des intérêts, mais c'est tout. Il n'y aura pas de plus ou moins value sur ça, on vous rembourse au montant qu'on a prêté. Donc là, il n'y a pas à calculer de plus ou moins value. Donc les 45 000 ne sont pas à prendre en compte. Donc là, j'ai le montant des comptes 2 qui ont été sortis. Mais il faut que je prenne le montant du compte 2 en valeur nette pour avoir le compte 175. Donc je vais devoir retirer les reprises sur amortissement qui se trouvent ici. Donc je vais retirer le compte 28. Ici, on a la colonne du compte 28. Donc je vais bien prendre le 320 000, 280 000 et 20 000, soit 620 000. Ce qui me donne dans mon corrigé, on retrouve bien les éléments dont je vous ai parlé. Voilà, plus 240 000, ce qui nous fait en valeur brute 2 665 600. Je retire le compte 28 qu'on a ici. On retrouve donc notre compte 675 pour 2 45 600. Si vous voulez, je peux vous passer rapidement en écriture. Ça veut dire qu'on aurait un compte 21, un compte 675 pour 2 45 600. On aurait les reprises sur le compte 28 pour 620 000. Et vous auriez vos comptes 21, les cessions, pour 2 665 600. Et alors on retrouve bien notre compte 675. Je reviens à mon histoire de plus-value demandée dans le tableau. Donc je vais bien faire ici la différence entre mon compte 775, que l'on a vu ici, et mon compte 675, que l'on a calculé juste au-dessus. On trouve 476 400. Maintenant, pour ceux qui sont très forts, logiquement, il faudra le mettre après impôt. Donc je calcule sur cette plus-value un impôt à 25%, ça fait 119 100 euros, que je retire au montant de ma plus-value. Et dans mon tableau, je peux venir porter ici 357 300.
Il est demandé ensuite de calculer la quote-part de subvention d'investissement virée au résultat. En fait, on recherche le compte 777. Je vais le retrouver dans l'annexe 5. Ici, voilà, on voit bien que le compte ici, là en fait vous avez la colonne du compte 139 ou du compte 777. Vous voyez bien que ce compte-là a été utilisé pour 15 000 euros. Si je vous montre maintenant le corrigé pour voir tout ce que nous avons fait depuis tout à l'heure, voilà, pour l'instant, nous avons retrouvé le résultat net, les amortissements, dépréciations et provisions hors actifs circulants, la plus-value de cession, que je peux mettre ici en valeur brute ou en valeur nette si je retire l'IS dessus, et la quote-part de subvention d'investissement virée au résultat. La marge brute d'autofinancement, ça va donc être mon résultat, plus les amortissements, moins les plus-values, moins les quotes-parts. Ensuite, il vous est demandé de calculer la variation du fonds de roulement lié à l'activité. On va travailler en valeur nette à partir de l'actif du bilan et du passif du bilan. On va prendre pratiquement tous les éléments de l'actif circulant, sauf forcément les créances et dettes sur fournisseurs d'IMO, donc créances sur IMO et dettes sur IMO. Et on ne prendra pas non plus le capital appelé non versé, simplement parce qu'on a des lignes spéciales dans notre tableau pour venir compléter. Il ne faudra pas oublier non plus de prendre les intérêts courus, chaque fois vous oubliez. Donc en fait, comme c'est lié à l'activité, on prend tout. Contrairement à l'autre tableau de flux de trésorerie, on ne prend que ce qui est lié à l'exploitation. Là, on part du résultat net, donc on va tout prendre ce qui concerne l'entreprise, sauf les éléments cités précédemment. Si je pars dans le bilan, donc l'actif, on prend l'actif circulant, c'est-à-dire les stocks ici en valeur nette, donc pareil pour N-1. On prend l'avance et acompte versé sur commande, les créances et comptes rattachés sur les clients, les autres créances. On ne prend pas, ici les 75 000. Les VMP, alors sur VMP, il y a un petit piège, on verra juste après. Au niveau du passif, vous allez prendre les dettes fournisseurs, les avances et acomptes, les dettes fiscales et sociales, les autres dettes. Éventuellement, vous prenez les écarts de conversion si ça concerne le passif, comme pour les écarts de conversion actifs, si ça concerne le passif ou l'actif, il faudra les retraiter également. Là, ici, il n'y en avait pas. Surtout ici, ne pas prendre les dettes sur immobilisation. Alors, au niveau des VMP, on avait une indication, il me semble, ici à la fin, où on vous dit que la trésorerie est composée de l'ensemble de ces éléments-là. On voit qu'il y a 350 000 euros pour N de VMP concernant la trésorerie et 320 000 pour N-1. Pour N, on avait déjà fait le retraitement. On vous dit qu'il faut rajouter 240 000. Donc pour N-1, il faudra refaire le calcul. Au niveau du corrigé, cela donne ceci. Donc on retrouve bien en valeur nette nos stocks, nos encours, nos produits finis, nos avancées à compte, créances clients, autres créances VMP, tout ça en valeur nette. Les VMP, le calcul a été réalisé ici. Donc pour N-1, on voit bien que c'est 592 000, c'est-à-dire les VMP que vous allez trouver à l'actif du bilan, moins les 320 000 qu'on donne dans l'annexe 8, qui concerne en fait de la trésorerie. Donc ce sera un montant à rajouter tout à l'heure dans la trésorerie. Au niveau du passif, on retrouve les éléments que j'ai cités. N'oubliez pas les intérêts courus, que vous retrouvez logiquement au passif du bilan. Voilà, donc on est bien au passif du bilan. Et juste en dessous, on avait une info sur les intérêts courus. Voilà. Donc la variation du BFR liée à l'activité, donc on compare N et N-1, pardon. Donc on a bien une variation de 2 570 000. Le BFR entre les deux exercices a augmenté. Comme il a augmenté, on n'est pas forcément satisfait. Ça veut dire qu'on a plus d'argent qui va être immobilisé. Donc c'est un signe négatif quand on fera le report de notre tableau de flux de trésorerie. On passe ensuite aux acquisitions d'immobilisation. Alors pour les acquisitions d'IMO, il faut regarder le tableau des IMO. C'est l'annexe 3 que l'on trouve ici. Les augmentations, on va prendre toute la colonne ici pour 2 157 100. Et n'oubliez pas qu'il va falloir retirer les IMO en cours de l'année précédente. Donc on aurait eu des avancées à compte ou des IMO en cours. C'est la même chose, il faut toujours venir les retirer. N'oubliez pas, beaucoup l'oublient. Or, c'est forcément, en fait, on a acheté cette année pour autant d'IMO. Donc on a sorti de la trésorerie cette année pour 2 157 100. Mais l'année passée, on avait déjà versé soit des avancées à compte, soit commencé à construire une IMO. Donc on a déjà déversé de l'argent. Donc il faudra venir soustraire.
Ensuite, nous avons les cessions d'immobilisation. Ça, c'est l'annexe 9, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc, c'est le compte 775 qu'on retrouve ici. Éventuellement, on peut retirer l'imposition. On l'avait déjà calculé précédemment, hein, ici l'imposition. On ne revient pas dessus. Pour équilibrer, on peut retirer aussi ici l'imposition. Donc, deux possibilités. Soit vous retirez pas l'imposition et 99%, on vous mettra bon dans votre copie. Soit vous retraitez l'imposition si vous en êtes capable. Les réductions d'IMO financières. Là, j'étais assez déçu. Il suffit d'aller au tableau des IMO, ici. On prend uniquement la dernière ligne, prêts et autres IMO financières. On nous a remboursé 45 000. C'est évident parce qu'en fait, sur les IMO financières comme les prêts, on ne fait pas de plus-value ou de moins-value. Vous prêtez de l'argent à une filiale, vous prêtez de l'argent à un salarié. Quand il va vous rembourser, il vous rend le même somme. Donc, il va vous rendre 45 000. Donc, ici, on nous a rendu 45 000. Voilà, les réductions d'IMO financières, c'est donc 45 000. La variation du BFR liée à l'investissement, c'est la différence entre les créances sur IMO et les dettes fournisseurs sur immobilisation, que l'on trouve à l'actif du bilan, donc les créances, ici dans autres créances ou éventuellement un million en dessous, mais il n'y a rien indiqué, donc on ne sait pas à quoi ça correspond, donc ce ne sont pas des créances sur IMO. Et ici, vous avez dette fournisseur, non ici dette sur immobilisation et compte rattaché, pour 500 000 et 200 000, là c'est vraiment dette sur IMO, donc on fait la différence dans un tableau. On voit bien que les dettes fournisseurs ont augmenté de 300 000, c'est bon pour nous, c'est de l'argent qui est immobilisé pour nous, si on peut dire. On n'a pas payé nos fournisseurs, donc on récupère de la trésorerie. Donc ce sera un signe positif dans le tableau pour 300 000 euros. Je peux continuer. Augmentation de capital et dividendes versés. Donc ici, avant de commencer la répartition du bénéfice N-1, il faut certainement calculer les mises en réserve. Parce que dans l'énoncé, on nous indique qu'il y a eu 400 000 euros d'augmentation de capital par incorporation des réserves. Alors, dans l'énoncé, je ne sais plus où ça se situe, certainement dans une annexe. Voilà, c'est marqué ici. Donc on a 400 000 euros qui proviennent des autres réserves, qui sont montées dans le capital. Donc je fais ma répartition ici. Donc au début, les autres réserves, on avait pour 3 483 000. À la fin, on en a pour 3 307 000. On sait qu'on a retiré 400 000. Donc je voudrais savoir combien du résultat N-1 j'ai rajouté dans mes réserves. Donc je pose l'équation, hein, ce que j'ai au départ, plus ce que j'ai pris de mon résultat N-1, donc ici que j'ai mis dans mes réserves, moins ce que j'ai retiré pour faire monter dans mon capital social, ça me donne ce que j'ai à la fin en réserve. Je résous l'équation et je trouve 223 500. Je peux maintenant pratiquer ma répartition du bénéfice N-1. Donc on part de 930 000 euros. Réserve légale, je ne mets rien parce qu'elles étaient déjà remplies. Il y avait déjà 10% par rapport au capital de N-1. On vérifiera après. Le report à nouveau de N-1, ça me donne mon bénéfice distribuable de 972 000. Je retire ma mise en réserve. Le report à nouveau de N-1, de N ici à mon avis. Là c'est pas bon, là c'est N, de N. Je ne peux pas changer, c'est dommage. Et ça nous donne des dividendes de 660 500. Je vérifie dans mon tableau. Donc voilà, on voit bien qu'ici, les réserves légales sont de 320 000. Elles ne peuvent pas dépasser 10% du capital de N-1. Donc 10% c'est 320 000, donc c'est bien rempli. Je regarde au niveau de mes reports à nouveau. J'ai bien pour N-1 42 000 et pour N, vous corrigerez, 88 000. J'ai corrigé la petite erreur. Ici, c'est bien report à nouveau de N de 88 000. Passons maintenant à l'augmentation de capital que nous avons réalisée. Donc, quand on va regarder le passif du bilan, on va s'apercevoir que le capital est passé de 3 200 000 à 5 millions. À cela s'ajoute non pas une prime de fusion, mais une prime d'émission, parce qu'on va émettre des nouvelles actions à un montant supérieur à la valeur nominale. Donc on va verser une prime d'émission, ici de 200 000 euros.
j'ai incorporé des réserves, on vient de le voir, hein, c'est une double augmentation de capital par incorporation de réserves et apport en numéraire. Donc j'ai pris des réserves de 400 000 comme indiqué précédemment. Donc je retire cette incorporation de réserve parce que ce n'est pas de l'argent frais qui rentre en fait. Moi je cherche dans un tableau de flux de trésorerie l'argent frais qui va augmenter la valeur de ma trésorerie. Je retire du capital non appelé. On verra qu'à l'actif du bilan, donc tout en haut de l'actif du bilan, on n'a pas appelé 200 000 euros sur l'augmentation de capital que l'on a réalisée. Ensuite, certains d'entre vous ont sans doute retiré le capital appelé et non versé, qui se retrouve en fait à l'actif du bilan dans l'actif circulant. Alors je ne le fais pas parce que vous avez dans votre tableau de flux de trésorerie une ligne spéciale pour la variation du capital lié au financement. Donc je ne vais pas le faire deux fois. Si je l'ajoute ici et que je m'en préoccupe aussi ici, je ferai deux retraitements. Donc je ne m'en occupe pas ici. Je vérifie les montants que je vous ai indiqués. Donc là, je vais aller au passif du bilan. Le capital est bien passé de 3 200 000 à 5 millions. Il y a effectivement eu une prime d'émission de 200 000 euros. Il y a du capital souscrit non appelé pour 200 000. Voilà. Et l'incorporation de 400 000 des réserves que j'ai calculé tout seul. On peut voir aussi qu'il y a 75 000 de capital souscrit et appelé non versé. Mais dans mon tableau de flux de trésorerie, je vais vous montrer tout de suite que vous aviez à compléter. On a bien une ligne augmentation ou réduction du capital, mais on a aussi une ligne variation du BFR lié au financement et ça concerne justement le capital appelé et non versé. Dans mon corrigé, quand on additionne les 1 800 000 d'augmentation de capital, plus la prime d'émission, moins l'incorporation des réserves, moins le capital non appelé, on trouve 1 400 000. La variation du capital lié au financement, ce n'est même pas du capital, je fais des petites erreurs, c'est la variation du BFR lié au financement. Donc on a bien vu qu'il y avait une augmentation de 75 000 que l'on retrouve à l'actif du bilan. Au niveau des emprunts maintenant, au niveau des emprunts, on est passé de 5 800 000 à 5 750 000. Alors je regarde tout de suite au passif de mon bilan. Donc on est bien passé de 5 800 000 à 7 750 000. Je vais faire un tableau pour bien répartir comment sont composés mes emprunts. Je peux m'apercevoir qu'il y a déjà des concours bancaires. Donc on a certainement été en découvert pendant une petite période, les 2 années d'ailleurs, et qu'on a aussi des intérêts courus. Ensuite, tant que je suis dans l'énoncé, je vais voir dans les informations diverses, est-ce qu'on me parle des emprunts? Oui, on me dit qu'il y a un nouvel emprunt pour 1 250 000, donc une nouvelle entrée de trésorerie. Par contre, on n'a pas d'infos sur le remboursement. Donc je vais trouver le remboursement à partir de mon tableau. Donc l'emprunt de départ, l'emprunt d'arrivée. Je retire à chaque fois mes intérêts courus, mes concours bancaires. Ça me donne le montant que je devrais avoir en emprunt logiquement des deux côtés, au début, à la fin. Je sais qu'il y a une souscription, une augmentation de 1 250 000. Donc par déduction, on cherche le remboursement, on pose une équation. Hein. Ce que j'ai au départ, plus ce qui est rentré, moins ce que j'ai remboursé, égale ce qu'il me reste à la fin, et on trouve 1 298 000. Je passe maintenant aux subventions d'investissement reçues. Donc le compte 131, il a augmenté de 100 000 euros. Alors attention au piège. Dans l'énoncé, c'était bien indiqué. Dans une annexe, les subventions sont ici. Voilà. Vous savez qu'elles ont augmenté. Donc le compte 131 a augmenté de 100 000. C'était indiqué ici. Qu'on a déjà commencé à l'étaler sur, je crois que c'est sur plusieurs années. Donc étalé ici de 15 000. Je vous ai passé l'écriture. Hein, donc le compte a vraiment augmenté de 100 000 euros. Si vous regardez au passif du bilan, on retrouve ici 85 000 euros. En N-1, il n'y avait rien, ce qui veut dire qu'on a fait une entrée de 100 000 euros de subventions qui ont déjà été incorporées, si on peut dire, au résultat avec le compte 777 pour 15 000. On retrouve bien ici nos 85 000. Je passe maintenant à ma trésorerie d'ouverture. C'était sincèrement assez simple. Il suffit de regarder dans l'annexe. On vous donnait le montant de la trésorerie qu'il fallait additionner. Et surtout ne pas oublier de retirer les concours bancaires dont on s'est déjà servi
juste au-dessus. Donc dans les annexes, je vous montre, on avait une annexe sur la trésorerie. J'ai essayé de compliquer un petit peu l'énoncé par rapport à d'habitude, pour que ce soit un peu plus difficile pour vous trouver. On a pas mal d'infos, mais c'était bien marqué, composante de trésorerie. On additionne les trois ici. Voilà, on retire les concours bancaires. J'additionne les trois montants ici. Je retire les concours bancaires. J'avais essayé de l'expliquer comme je peux ici pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Et c'était même bien marqué qu'il fallait aussi retirer les concours bancaires. Voilà, donc deux calculs. On aboutit finalement au tableau de flux de trésorerie suivant. Donc avec deux possibilités ici pour les sessions. Ça dépend si vous le mettez en valeur brute ou si vous retirez l'IS. Ce qui veut dire qu'entre deux, on aura forcément des données un peu différentes. On aura un flux généré par l'activité ici, si on part en valeur nette en retirant l'IS de moins 914 800 au lieu de moins 1 333 900. Et pareil pour ici. Mais quand vous additionnez ce montant-là avec ce montant-là, vous allez retrouver exactement la même chose qu'en additionnant ce montant-là et ce montant-là. Ensuite, on retrouve nos augmentations de capital, les dividendes versés, les emprunts, tout ce qu'on a complété tout à l'heure, ainsi que la trésorerie. Ce qui m'a fortement déçu, c'est que certains ont réussi à trouver la trésorerie d'ouverture et la trésorerie de clôture, mais n'ont pas été capables de trouver la variation de trésorerie. Certaines copies n'ont rien mis, d'autres ont préféré faire confiance à l'ensemble des calculs réalisés précédemment, sachant qu'il y a de fortes chances de faire une erreur. D'accord. Donc c'est quand vous avez ces deux montants-là, ayez confiance dans ce petit calcul et mettez la différence ici. Passons à la question 3. On vous demande de calculer la capacité de remboursement de la société. C'est une question qui est assez récurrente en DCG. Alors assez déçu parce que la formule, certains ne la connaissent pas. Elle est quand même dans le cours. D'autres ne trouvent pas la CAF. Alors la CAF, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'éléments pour la calculer, on n'avait pas assez d'éléments. Bien qu'on aura quand même pu parce qu'on a tout recalculé, on a le résultat net, on a les différentes dotations, on a les comptes 777, enfin le compte 77, on a le compte 775 et 675. En fait, on avait tout pour la calculer. Mais si on veut gagner du temps, on peut prendre à la place de la CAF la marge brute d'autofinancement, parce que lors de la question 1, on l'a bien défini comme étant un petit peu une sorte de CAF. Donc c'était tout à fait faisable de le faire à partir de la marge brute d'autofinancement ou éventuellement de calculer la CAF. Donc la formule, c'est bien endettement financier. On peut prendre, c'est-à-dire les emprunts, on peut prendre l'endettement brut ou l'endettement net. Quand on prend l'endettement brut, il suffisait simplement d'aller au passif du bilan et de prendre le montant des emprunts. Donc je vais au passif du bilan et vous avez le montant des emprunts qu'on retrouve ici, 5 750 000. Ce montant-là, je le divise en fait après par la marge brute d'autofinancement, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé dans mon tableau de flux de trésorerie. Alors forcément, si vous aviez faux ici, je mettais quand même les points, il n'y avait pas de souci. Je ne vous pénalise pas deux fois comme je le fais habituellement. Donc on trouvait 3,74. Donc c'est des années, ce n'est pas des pourcentages. Donc ça veut dire qu'on sera capable, avec ce qu'on dégage comme marge brute d'autofinancement, de rembourser l'ensemble de nos emprunts sur 3 années, enfin pratiquement 4 années, sachant que la moyenne du secteur est de 3 ans. On pouvait appliquer une autre formule, partir de l'endettement financier net, c'est-à-dire prendre les emprunts que nous avons au bilan et retirer la trésorerie disponible qu'on avait certainement calculée juste avant. Voilà. Comme ça, on sait exactement ce que l'on doit, moins ce que l'on possède déjà actuellement en trésorerie. Donc on ne doit que ça. Donc les deux calculs étaient réalisables. Ensuite, on vous demande d'établir un petit diagnostic financier, une page maximum. Donc moi j'ai fait assez court. On présente la société rapidement. Vous pouvez parler d'analyse dynamique si vous voulez, à condition de dire juste après, je fais une analyse dynamique à partir des bilans, comptes de résultats, enfin des documents que vous possédez, que je vais retraiter pour avoir des ratios, pour avoir des bilans fonctionnels, des SIG, des tableaux de trésorerie. Dans notre situation, l'entreprise ne dégage pas une variation de trésorerie liée à l'activité positive. Donc ça veut dire que l'activité fait actuellement perdre de la trésorerie. C'est ce qu'on retrouve dans notre tableau de flux de trésorerie. Ensuite, on peut voir qu'au niveau des investissements, en revanche, c'est positif. Ça veut dire qu'elle dégage de la trésorerie grâce à l'investissement. Alors ça veut dire qu'en fait, elle a plus cédé d'IMO qu'elle en a acquis. Donc tout ça est vérifiable. Voilà, on retrouve ici nos cessions d'IMO. J'ai une bêtise par contre. Nos cessions d'IMO qui sont ici de
de 2 522 000 et les acquisitions de 2 625 000, donc c'est à peu près la même chose. Ce qui fait la différence, en fait, c'est les variations de créances et de dettes sur immobilisation. Ça veut dire qu'en fait, elle a acquis des immos, mais elle ne les a pas payés tout de suite. Donc sur ce montant-là, en fait, il y a 300 000 qui n'ont pas été payés. C'est pour ça que notre trésorerie, à la fin, est positive. Donc ici, on dégage la trésorerie positive. On peut se dire aussi que si elle a cédé des immos et qu'elle a acquis de nouvelles immobilisations, c'est pas pour rien. Peut-être que c'est pour en avoir des plus performantes. Peut-être que cela va se ressentir en N+1 parce que l'entreprise pourra fabriquer plus de produits, vendre davantage ou de meilleure qualité et que cela se ressentira sur la trésorerie liée à l'activité. On parle ensuite du financement. On peut constater qu'elle a réalisé une augmentation de capital à partir de l'émission de nouveaux emprunts. Ça a permis en fait d'assainir un petit peu la trésorerie. De même, elle a fait une augmentation de capital. Donc tout ça, il faut le signaler. Mais en général, on peut signaler aussi que l'entreprise elle a une mauvaise gestion des postes de son BFR, des créances clients, du poste fournisseur, des stocks, parce que d'une année à l'autre, son BFR lié à l'activité, il a beaucoup augmenté. Vous voyez ici, variation de plus de 2 millions, c'est ce qui en fait plombe sa trésorerie. Il va falloir qu'elle gère bien mieux ce problème de clients, de stock, de délai de paiement. Ensuite, on vous demandait une question qui était un petit peu hors cadre du cours de finance, de vérifier si elle est en état de cessation de paiement. Alors, on avait des documents dans les annexes. Voilà, on vous donnait ici ce qu'on appelle une balance AG et on voit que exigible à la date du 4 mars, quand vous parlez de la date du 4 mars N+1, ben, on devait en fait au fournisseur 1 200 000 et 18 000 euros. Donc ces trois montants-là, on va les additionner parce que c'est vraiment ce qu'on doit tout de suite au 4 mars. Mais je sais que dans les 1 200 000, il y a un fournisseur qui est d'accord pour reporter le délai de paiement de 15 jours. Donc je vais pouvoir retirer à ce montant-là 460 000. Maintenant, au niveau de ce que moi je peux récupérer comme trésorerie, je sais qu'au niveau des disponibilités, le 4 mars N+1, je dispose de 500 000 euros, tout de suite, immédiatement. Après, j'ai des VMP que je peux éventuellement vendre. En plus, c'est du titre Orpea, donc actuellement Orpea chute en bourse, c'est pas tellement le moment de le vendre. Mais le problème, c'est que je pourrais les vendre d'ici la fin mars. Or, moi, je suis le 4 mars, je ne peux pas attendre, il me faut la trésorerie aujourd'hui. Donc, je ne peux pas utiliser ces 200 000 de VMP. Certains, après, ont utilisé les 400 000 ici de créances échues. Ça veut dire que des grandes surfaces doivent nous payer 400 000 très rapidement. Donc, certainement, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Mais quand ce sont des créances, je l'avais bien mis dans l'énoncé, on ne peut pas les prendre parce qu'on n'est pas certain à 100% que le client va payer. Lui aussi peut connaître des difficultés, donc on ne peut pas jouer sur ce motif-là. Vous voyez, les créances à recouvrer, la Cour de cassation juge qu'il ne faut pas les utiliser. Ça nous donne comme corrigé, voilà, ceci. Donc effectivement, la société est bien en situation de cessation de paiement pour un montant de 458 000. Alors après, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu aller plus loin et pousser notre analyse sur ce qui va se passer au niveau de l'échéance à 30 jours, à 60 jours. Je n'ai pas été jusque-là, je vous demandais simplement est-ce que le 4 mars elle est oui ou non en cessation de paiement. Nous allons à présent reprendre notre sujet et réaliser le dossier numéro 2, une analyse de la société Bashing et de son BFR normatif. Dans l'énoncé, on nous donne en fait à titre de comparaison le BFR de sociétés qui sont concurrentes, mais de tailles différentes. Vous voyez, on a des BFR qui sont de 700 000 euros, de 5 500 000, de 89 000, donc c'est totalement différent. Et on nous les donne aussi en jour de chiffre d'affaires. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en jour de chiffre d'affaires, c'est assez cohérent. On a un écart de 59 jusqu'au maximum 66, alors qu'en montant, il y a des gros écarts. Donc forcément, la première question va porter sur le BFR normatif et son utilité. Voilà, quels sont les avantages de calculer le BFR normatif en jours. Donc la réponse que je peux apporter, voilà, vous l'avez ici. Donc le BFR normatif calculé en jours de chiffre d'affaires permet une meilleure analyse de chaque poste, donc de les stocks, les créances, les dettes. On pourra ainsi réaliser des corrections, c'est ce que j'ai mis ici. Mais vous voyez la question, il y avait un S, donc j'attendais ici à quel j'attendais plusieurs motifs. Le deuxième motif était donné en fait à travers l'énoncé, puisque ça permet également de réaliser des comparaisons avec des sociétés qui seraient de taille différente. Pour la question suivante, on vous demande de calculer le BFR normatif donc de la société
bashing. Dans l'énoncé, on retrouve bien le chiffre d'affaires hors taxe ici. Vous allez retrouver des éléments comme le coût de production des produits finis fabriqués. Alors attention, nous ce qu'on cherche, c'est les produits fabriqués et vendus. Donc il faudra corriger ce montant-là en fonction des variations de stock, ce qu'on appelle la production stockée pour les stocks de produits finis, où on retrouve bien le stock final et le stock initial ici. On retrouve des charges de personnel, on retrouve des données sur les délais de paiement. Alors pour faire cette application, logiquement, il faut avoir en tête le chapitre 10. Dans ce chapitre 10, vous retrouvez forcément, par exemple, le stock de produits finis, comment on calcule le délai d'écoulement. Donc c'est stock moyen de produits finis, stock initial plus stock final divisé par 2, hein, vous avez la formule dans le cours, divisé par le coût de production hors taxe des produits finis, c'est-à-dire le coût de production auquel, enfin produits finis vendus, donc le coût de production auquel on va retirer la production stockée. Parce qu'on a certes produit beaucoup de produits que l'on va vendre, mais certains produits n'ont pas été vendus, ont été mis en stock. Donc il faut rajouter ce qui n'a pas été vendu. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est uniquement ce qui a été vendu. Donc il faut retirer la variation de stock de produits fabriqués. Donc ici, c'est-à-dire le stock final moins le stock initial. Et pareil pour le coefficient de structure. Alors je vous rappelle qu'un coefficient de structure, c'est le rapport entre le poids de chaque élément, le poids des stocks, le poids des créances, par rapport au chiffre d'affaires. Parce que peut-être par exemple, nos créances sont toujours de 1 euro, alors que notre chiffre d'affaires est de 5 milliards, ça représente quasiment rien. Alors qu'en revanche, des créances qui seraient de 2 milliards sur un chiffre d'affaires de 3 milliards, ça veut dire que nos créances impactent énormément notre BFR normatif. Donc vous retrouvez bien ces formules dans le cours. Je regarde mon corrigé. Alors pour les premiers calculs, ça je vais le fermer. Voilà, pour les premiers calculs, on vous demande le stock de produits finis. Donc je fais bien pour le délai d'écoulement, stock initial plus stock final divisé par 2 pour avoir le stock moyen, ou dans l'autre sens c'est la même chose, divisé par le coût de production des produits vendus, qu'on vient de le voir, c'est-à-dire le coût de production moins la variation de stock dans le sens stock final moins stock initial. On retrouve bien les données ici. Ce qui nous donnait 48,23. N'oublie pas de multiplier par 360 parce qu'on cherche un délai. Au niveau du coefficient de structure, on reprend donc la formule qui est le coût de production ici, moins la production stockée. En fait, c'est ce qu'on a déjà fait ici. Donc dans le sens stock final moins stock initial. L'ensemble va être divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Et vous trouvez 0,63,75. On multiplie, ça veut dire qu'en emploi, puisque des stocks apparaissent à l'actif du bilan, vous allez avoir pour 30,75. Je passe aux créances clients. Au niveau de l'énoncé, on vous indique que les créances clients, les clients payent 30 jours fin de mois. Comme il y a fin de mois, ça laisse deux hypothèses. On imagine que le client se présente par exemple le 1er janvier, on lui laisse jusqu'à la fin du mois pour nous payer, donc on lui laisse 30 jours. On rajoute encore 30 jours puisqu'il a le droit à 30 jours. Ça fait 60 jours. Donc un client qui se présenterait le 1er janvier pourrait en gros nous payer le 28 février ou 29. En revanche, si le même client se présente chez nous le 30 janvier, on est déjà à la fin du mois, donc on ne peut pas lui accorder un crédit supplémentaire de fin de mois. En revanche, il aura encore droit à 30 jours. Donc il pourrait payer le 28 février. Donc dans les deux cas, le client a soit 60 jours de délai, soit 30 jours. Je réalise une moyenne et avec la moyenne, vous allez trouver 45. C'est ce que j'ai indiqué ici. Si le client arrive le 1er du mois, il paiera dans 30 jours. Donc 30 jours, on amène fin de mois, plus les 30 jours de délai qu'on lui a accordé. Ça fait 60 jours. En revanche, si le client arrive le 31 du mois, on est déjà fin de mois, donc il aura droit à 0 jours de plus, mais il a quand même droit à ces 30 jours de délai. Donc il aura droit à 30 jours. Je fais la moyenne des deux, on trouve 45 jours. Au niveau du coefficient de structure, les clients, qu'est-ce qu'ils nous doivent? C'est le chiffre d'affaires. C'est par rapport à tous les clients qui nous achètent, ça procure du chiffre d'affaires, mais un chiffre d'affaires qui va être TTC, donc chiffre d'affaires fois 1,2, le taux d'imposition, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, ça donne 1,2 que j'ai reporté ici. Au niveau de la TVA, alors au niveau de la TVA, c'est marqué dans l'énoncé que la TVA est payée le 22 du mois suivant.
Donc à chaque fois, on applique la règle. Quand c'est le mois suivant, on prend généralement 15 plus le délai de paiement. 15 plus 22, ça fait 37. Maintenant, au niveau de la TVA qui va être déductible, je prends mes achats de matières premières ou par rapport à mes fournisseurs, ce que j'ai acheté, multiplié par le taux de TVA. Donc en fait, je cherche le compte 44 566 que je divise par mon chiffre d'affaires hors taxe. Ça fait 0,8. Si je regarde dans l'énoncé, on va retrouver tous ces éléments. On va retrouver donc les achats de matières, on les a ici. Voilà. Le taux de TVA est indiqué ici. Le délai de paiement de la TVA, c'est le 22 de chaque mois. Donc le 22, si la TVA qu'on leur en aura, qui sera exigible pour le mois de janvier, sera forcément payée au mois de février, le 22 février. Je continue. Alors tout ceci, forcément, vous retrouvez, toutes les formules sont dans le cours, hein, je n'invente rien. Vous avez ici les calculs de délai de paiement. On va maintenant passer aux fournisseurs, c'est à peu près la même chose, au salaire et à la TVA collectée. Concernant, alors le plus simple, hein, la TVA collectée, que j'ai mis ici, si la TVA déductible c'est 37 jours, ce sera aussi 37 jours pour la TVA collectée. Maintenant, au niveau de la TVA collectée, le coef de structure, c'est assez facile parce que en fait, la TVA collectée va se calculer sur le chiffre d'affaires. Donc 24 millions fois 0,2, le taux de TVA. Donc on a le compte 44 571 que l'on divise par 24 millions, ça fait 0,2. Au niveau des fournisseurs, on savait que le délai de paiement est de 30 jours, c'est marqué dans l'énoncé, on ne se fatigue pas. Et qu'est-ce que je dois aux fournisseurs? Je dois les achats de matière multipliés par 1 plus le taux de TVA, que je compare forcément au chiffre d'affaires hors taxe. Donc on trouve 0,48. Et à chaque fois, vous multipliez pour mettre soit en emploi, soit en ressources. Alors, vous n'oubliez pas que tout ce qui concerne les stocks, les créances TVA déductibles, ça se met à l'actif du bilan, donc en emploi. Et tout ce qui est fournisseur, salaire, charge sociale, TVA collectée, ça se met en ressources. Certains se sont trompés, c'est dommage parce que ça envoie un très mauvais signal au correcteur. Alors, on va maintenant s'intéresser au problème des salaires nets et des charges sociales. Si l'on regarde l'énoncé, on vous donne dans l'énoncé le montant des charges de personnel total, 8 640 000. Ce montant comprend donc à la fois, vu que c'est les charges totales salariales, le salaire net versé aux employés et l'ensemble des charges sociales salariales, ce qui est retiré sur les fiches de paie des salariés, et des charges patronales, ce que le dirigeant paie en plus pour ses salariés. On donne deux infos supplémentaires. On vous dit que les charges sociales salariales représentent 15% des salaires bruts, mais on n'a pas le montant des salaires bruts, et 30% pour les charges patronales, sur les salaires bruts. D'accord? Donc, on va tout d'abord calculer le délai de paiement. Donc, le délai de paiement, on vous dit que les salaires sont versés le 29 de chaque mois. Donc, ils sont versés dans le mois en cours. Ça veut dire qu'il faut faire, d'après les formules qu'on a vues dans le chapitre 10, 29 moins 15. Donc, vous allez trouver 14. En revanche, les charges sociales sont versées le mois suivant. Comme il y a le mois suivant, on prend toujours la moitié du mois précédent. Donc 15 plus 10, ça fera 25. Si je regarde le corrigé, on retrouve bien pour les salaires 14 et pour les charges sociales 25. Maintenant, on va s'attarder à calculer le coefficient de structure. Alors, je vous ai mis le corrigé ici, c'est expliqué ici. Mais sur Excel, je vous ai refait un autre corrigé. Donc, il faut comprendre que les charges salariales totales supportées par l'entreprise sont de 8 640 000. Ce montant comprend à la fois le salaire net, les charges sociales salariales et patronales, 15%, 30%. Si je pose en équation, le salaire total qui est versé, les charges salariales totales qui sont versées correspondent bien au salaire net, plus les charges salariales et patronales. Ce qui veut dire que ce montant-là correspond à quoi? Au salaire net, ceci c'est salaire net, c'est-à-dire le salaire brut, moins 15% de retenue correspondant aux charges sociales salariales. Donc on va retirer 15%, ça veut dire qu'en fait le salarié va toucher 85% du salaire brut. Au niveau des charges qui vont être versées par le dirigeant va devoir reverser aux organismes sociaux 15% plus 30% de charges patronales. Il va donc devoir verser 45% du salaire brut.
Ça veut dire que le salaire, enfin les charges salariales totales représentent donc 85% du salaire brut, soit le salaire net, plus ce qui sera versé aux organismes sociaux, 45% du salaire brut. Je peux résoudre l'équation, ce qui me donne un salaire brut de 6 646 143. Je sais mis à quoi ça correspondait SB, et le salaire net, c'est égal à SB moins 0,15 de SB. Comme je connais le salaire brut, je sais que le salaire net, ce qui est vraiment versé aux salariés, représente 85%. Donc le salaire net, 5 649 230. Et les charges sociales, elles représentent 45% de ce montant, donc 2 990 769. Maintenant que je connais ces éléments, je vais pouvoir les comparer pour avoir les coefs de structure avec le chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé. Ce que vous retrouvez ici. Je compare, je trouve 0,235. Et pour les charges salariales et patronales, je retrouve 0,1246 que je reporte dans mon tableau. Voilà, que je multiplie par les délais d'écoulement et vous aurez vos ressources. J'additionne ensuite tous les emplois pour trouver 98 jours,21, toutes les ressources pour trouver 28 jours,21. Je fais la différence avec les deux. Vous devez l'écrire sur votre copie, parce que certains étudiants ont mis directement le résultat. Or, si c'est faux, je ne suis pas censé deviner comment vous avez obtenu ce résultat, alors que j'aurais pu mettre des points. Donc, mettez toujours le détail du calcul. On trouve environ 70 jours. Si maintenant je souhaite avoir ce montant, ce délai plutôt, en montant, on le multiplie par le chiffre d'affaires, on divise par 360. Ça veut dire que votre BFR normatif représente 4 666 666. Je peux le comparer avec le BFR de mes concurrents maintenant, parce que j'ai un montant, mais j'ai aussi un délai, 70 jours. Et je m'aperçois que par rapport aux autres sociétés qu'on avait dans l'énoncé tout à l'heure, je suis bien au-dessus avec 70 jours. C'est ce que je signale ici. D'accord? Si je reviens à mon énoncé, donc c'était tout au départ. Voilà, il était bien indiqué que le niveau, enfin le montant de BFR normatif et les jours, 70 jours, je suis largement au-dessus. Nous arrivons au dossier final, dossier numéro 3, la société Citroën-Pipo, où on a un projet d'investissement pour lequel il va falloir calculer la vanne, le tri, l'indice de profitabilité et indiquer si le projet est rentable ou pas rentable. Alors au départ, on a besoin de calculer le coût du capital. Le coût du capital, c'est-à-dire la moyenne des coûts de financement précédents, si on peut dire, pour savoir à quel taux on va pouvoir actualiser notre vanne. Donc ce coût du capital, on a déjà vu la formule dans un chapitre précédent, et la moyenne en fait entre le coût des capitaux propres, ici on sait que nos capitaux propres sont de 20 millions d'euros, et que la rentabilité exigée par les actionnaires est de 9%, donc capitaux propres ça renvoie au capital social, donc aux actionnaires, et la moyenne avec l'emprunt est ici de 9 millions d'euros pour un taux d'intérêt moyen de 3,5. Seulement pour ce nouveau projet, la banque nous propose un taux inférieur de 2,2. Donc il serait totalement illogique d'utiliser 3,5. C'est pas totalement faux, mais la logique veut qu'on utilise 2,2 pour ce projet, puisque le projet sera financé non pas à 3,5 mais à 2,2 si le projet a lieu. On obtient ici les flux de trésorerie, on n'a pas à les calculer, c'est déjà donné, et le taux d'imposition est de 25%. Alors, si je regarde le corrigé, la première question donc portait sur le coût du capital. Je vous ai remis la formule ici. Donc c'est bien la moyenne entre le coût des capitaux propres. Donc on a ici, je peux pas bouger. On a ici 20 millions fois 9%, plus le coût de l'emprunt, 9 millions fois 2,2%, mais calculé après impôt. On n'oublie pas que lorsqu'on emprunte, on aura des charges d'intérêt, le compte 661. Ça nous permet de réduire notre résultat comptable et donc de payer moins d'impôts payer moins d'impôts. Donc il faut qu'on prenne ce coût des emprunts après impôt. Et le tout divisé par l'ensemble des moyens de financement, donc par les capitaux propres et par l'emprunt. On trouvait un taux de 6,71. Pour la question suivante, on vous demande pourquoi le flux de trésorerie de la dernière année est plus important que les autres. Alors j'attendais au moins 2 réponses, parce qu'encore une fois, il y a un S dans la question, et vous avez tendance à l'oublier. Alors on pouvait premièrement dire qu'il est fort probable que le bien soit revendu que l'investissement soit revendu au bout des 5 années. Donc on va
récupérer de la trésorerie, donc c'est sur du bien au bout de 5 ans. On aura aussi une récupération du BFRE, puisque le BFRE a tendance à augmenter durant toute la vie du produit, en fait, de la durée de vie de la machine. Quand la machine va s'arrêter, forcément, on va récupérer tout ce BFRE accumulé. Et une autre explication, ça pourrait être une augmentation de la CAF la dernière année. La machine a peut-être mieux fonctionné, a produit plus, je ne sais pas. Donc, mais il faut apporter quand même plusieurs réponses. Enfin, on vous demande de calculer la vanne, le tri, l'indice de profitabilité et de conclure sur la rentabilité du projet. Je vous remets ici la formule de la vanne que vous avez dans le corrigé papier. Donc j'applique la formule, donc moins l'investissement, plus les flux de chaque année, d'accord, au coût du capital. Le premier flux arrive une année après, d'accord, c'est-à-dire qu'on investit début N, à la fin de l'année N, on a récupéré 650 000 de flux de trésorerie. Donc, comme ça, en fin d'année, il faut que je revienne d'une année, donc exposant moins 1. En N plus 1, je vais récupérer encore la même somme, donc là, exposant moins 2. Et ainsi de suite. On trouve 66 632,90. On pouvait aussi faire une formule d'annuité constante, parce qu'à chaque fois, on a le même montant qui revient 4 fois, plus le flux de récupération à la fin. Vous pouvez aussi résoudre par calculatrice, il n'y a aucun problème. Par calculatrice, si je prends la Casio par exemple, vous allez dans Menu, Stat, liste 1, vous saisissez les différents montants jusqu'à la liste 6, vous quittez avec Exit, avec Menu, vous allez dans TVM, vous faites F3 flux de trésorerie et vous faites MPV, donc F1 pour avoir la vanne. On vous demande ensuite le taux interne de rentabilité, ou taux de rentabilité interne, donc c'est-à-dire quand la vanne correspond à 0, quel est le taux maximum auquel je peux me financer. Vous recopiez la formule on peut dire de la vanne, sauf que vous remplacez ici le taux par I, parce que c'est ce qu'on cherche en fait. Dans votre calculatrice, c'est la même démarche, sauf que vous appuierez sur IRR, donc F2, et vous aurez un taux de 7,55. Sachant qu'on se finance à 6,71, ça veut dire qu'on peut au maximum se financer à 7,55 pour que le projet soit rentable. L'indice de profitabilité, donc la formule c'est l'investissement sur, la vanne plus investissement sur l'investissement. Voilà, on l'a ici. Donc c'est bien l'investissement plus la vanne qu'on a trouvée sur l'investissement. On trouve 1,02. C'est un taux qui est quand même relativement faible, mais qui est positif tout de même. Donc ça veut dire que le projet est rentable. D'accord. Je vous ai mis ici un rappel pour faire les calculs avec votre calculatrice.